Vous avez déjà entendu parler de Charles Manson? Vous pensez connaître son histoire? Mais attendez de découvrir les détails troublants que la plupart des documentaires passent sous silence. Dans cette vidéo, nous allons non seulement explorer les événements qui ont marqué l'histoire, mais aussi les mécanismes psychologiques fascinants qui ont permis à un homme de taille moyenne, sans charisme apparent, de manipuler des dizaines de personnes intelligentes. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les détails les plus choquants que même la plupart des experts en criminologie ignorent. Charles Manson est l'une des figures les plus étudiées de la criminologie moderne. Non pas pour ses actions directes, mais pour ses capacités extraordinaires de manipulation psychologique. Né en 1934, Manson a grandi dans un environnement familial dysfonctionnel qui allait façonner sa vision du monde de façon tragique. Sa mère, Kathleen Maddox, n'avait que 16 ans à sa naissance et menait une vie chaotique, marquée par l'alcool et les relations instables. Ce qui frappe immédiatement dans l'enfance de Manson, c'est l'absence totale de stabilité. Imaginez grandir sans jamais savoir où vous allez dormir le lendemain. Sans figure parentale constante, ballotté entre des proches qui vous considèrent comme un fardeau. Cette instabilité chronique va créer chez le jeune Charles un besoin maladif de contrôle qui se manifestera plus tard de façon dramatique. À l'âge de 9 ans, Manson est placé dans une école pour garçons difficiles. C'est là qu'il apprend ses premières leçons de manipulation et de survie en milieu hostile. Les psychologues qui ont étudié son cas notent que c'est précisément à cette période qu'il développe ce qu'ils appellent une intelligence sociale déviante, la capacité de lire les faiblesses émotionnelles des autres pour les manipuler. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Manson n'était pas naturellement charismatique. Le témoignage de ses premières années décrivent un jeune homme plutôt effacé, de petite taille, avec une voix aiguë. Mais alors, comment il réussit à attirer autant d'adeptes? La réponse réside dans sa compréhension intuitive des besoins psychologiques non satisfaits de sa génération. Les années 1960 en Californie étaient marquées par une révolution culturelle sans précédent. De nombreux jeunes, issus de familles traditionnelles, cherchaient désespérément un sens à leur existence, une alternative aux valeurs conservatrices de leurs parents. Manson a identifié ce vide avec une précision chirurgicale et s'en est servi comme d'un levier de manipulation. Sa méthode était simple, mais diaboliquement efficace. Il ciblait des jeunes femmes en état de vulnérabilité émotionnelle, souvent celles qui avaient des relations difficiles avec leurs parents ou qui traversaient une période de questionnement identitaire. Il ne les abordait jamais directement avec ses idées extrêmes. Non, il commençait par jouer le rôle d'un père bienveillant, de l'homme qui comprenait leurs souffrances. Susan Atkins, l'une de ses suivantes les plus connues, témoignera plus tard: « Il semblait voir directement dans mon âme, y comprendre ma douleur. » Cette capacité d'empathie feinte était l'arme principale de Manson. Il passait des heures à écouter les confessions de ses futures victimes, mémorisant leurs traumatismes, leurs peurs, leurs désirs les plus profonds. Une fois cette carte psychologique établie, Manson pouvait commencer son véritable travail de manipulation. Il utilisait ce que les psychologues appellent aujourd'hui la technique du pied dans la porte. Commencer par de petites demandes, apparemment anodines, avant d'escalader graduellement vers des exigences plus importantes. Par exemple, il pouvait demander à une nouvelle recrue de mentir à ses parents sur sa localisation. Rien de dramatique au départ, juste un petit mensonge blanc. Mais une fois que la personne avait franchi cette ligne morale, il devenait plus facile de demander des compromis plus importants. C'est un mécanisme que nous voyons encore aujourd'hui dans les sectes modernes et même dans certaines formes de manipulation en ligne. Si vous trouvez cette analyse intéressante et que vous voulez en apprendre davantage sur les mécanismes psychologiques de l'être humain, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos explorations du comportement humain. L'installation de la famille au ranch Pawn marque un tournant crucial dans l'histoire de Manson. Ce ranch abandonné de cinéma western devient le théâtre d'une expérience sociale terrifiante. Manson y établit un microcosme où il peut tester et raffiner ses techniques de contrôle psychologique à grande échelle. La vie au ranch était merveilleusement orchestrée pour maintenir ses adeptes dans un état de dépendance émotionnelle constante. Manson alternait entre périodes de love bombings, c'est-à-dire où il couvrait ses disciples d'attention et d'affection, et de phases de rejet brutal, où il les ignorait complètement et les humiliait publiquement. Cette alternance crée ce que les psychologues appellent un lien traumatique. Plus il les maltraitait, plus il cherchait désespérément à revenir dans ses bonnes grâces. Il faut comprendre que Manson était aussi un étudiant assidu à cette époque. Il lisait énormément, particulièrement des ouvrages sur la psychologie, la religion et la philosophie.
Il s'est notamment inspiré de Dale Carnegie et de son livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Et il a détourné cet ouvrage de manière sinistre pour ses propres fins manipulatrices. Sa fascination pour les Beatles, et particulièrement pour l'album blanc, n'était pas non plus le fruit du hasard. Manson avait compris que la musique était un vecteur émotionnel puissant, capable de créer des états modifiés de conscience. Il organisait des séances d'écoute collective où il décodait les paroles pour ses adeptes, leur faisant croire qu'elles contenaient des messages prophétiques destinés spécifiquement à leur groupe. Cette technique de révélation progressive est classique dans les mouvements sectaires. Le leader prétend avoir accès à des vérités cachées que seuls les initiés peuvent comprendre. Cela crée un sentiment d'appartenance spirituelle à une élite tout en isolant davantage les adeptes du monde extérieur. Manson avait également développé une compréhension sophistiquée de la dynamique de groupe. Il savait exactement comment utiliser la pression sociale pour renforcer la conformité. Les nouveaux arrivants étaient immédiatement entourés de membres établis qui leur respectaient les règles du groupe, créant ainsi une pression subtile mais constante pour s'adapter aux normes établies. L'une des techniques les plus perverses de Manson était sa capacité à retourner les valeurs positives de ses adeptes contre eux-mêmes. Une jeune femme élevée dans l'amour et la compassion se voyait expliquer que ses sentiments étaient en réalité des formes d'angoisse déguisées et que la vraie spiritualité nécessitait de transcender ses attachements bourgeois. Il est crucial de comprendre que Manson n'est pas un fou furieux comme le dépeignent souvent les médias. C'était un manipulateur calculateur qui avait passé de longs moments en prison à observer et à étudier le comportement humain. Il avait développé une véritable expertise dans l'art de déceler et d'exploiter les vulnérabilités psychologiques. Sa théorie de Helter Skelter, basée donc sur la chanson des Beatles, n'était pas non plus le délire d'un malade mental, mais un outil de manipulation sophistiqué. En prédisant une guerre raciale imminente entre les Blancs et les Noirs, Manson créait un sentiment d'urgence et de peur qui rendait ses adeptes encore plus dépendants de sa protection et de sa guidance. Cette technique de création de menaces externes est un classique du contrôle sectaire. L'analyse des témoignages de ces anciens adeptes révèle des patterns assez fascinants. Beaucoup décrivent comment Manson avait la capacité de lire instantanément leur état émotionnel et d'adapter son discours en conséquence. S'il parlait à quelqu'un de déprimé, il devenait le consolateur compréhensif. Face à une personne en colère, il se transformait en révolutionnaire enflammé. Cette habilité caméléonesque était l'une de ses forces principales. Les événements tragiques d'août 1969 représentent l'aboutissement logique de ces années de manipulation psychologique intensive. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut analyser les détails de ces nuits qui ont marqué l'histoire criminelle américaine. Le 8 août 1969, Manson choisit 4 de ses disciples pour une mission qu'il présente comme l'accomplissement de sa prophétie Helter Skelter. Susan Atkins, Patricia Kleinwinkel, Linda Kasabian et Charles Tex Watson. Ce dernier, un ancien étudiant modèle du Texas, était devenu le bras armé de Manson, celui sur qui il comptait pour exécuter ses ordres les plus extrêmes. Manson leur donne une adresse précise, Cielo Drive, à Benedict Canyon. Cette adresse n'est pas choisie au hasard. Elle correspond à une propriété où avait vécu Terry Melcher, le fils de la chanteuse Doris Day et producteur des Beach Boys. Manson avait rencontré Melcher plusieurs mois auparavant dans l'espoir de décrocher un contrat d'enregistrement pour ses propres compositions musicales. Le refus de Melcher avait été vécu par Manson comme une humiliation personnelle profonde. Cependant, Melcher avait depuis déménagé et la propriété était maintenant occupée par le réalisateur Roman Polanski et par son épouse enceinte Sharon Tate. Polanski se trouvait en Europe pour le tournage d'un film, laissant Sharon seule avec des amis. Les instructions de Manson étaient claires et terrifiantes. Tuer tout le monde dans cette maison de la manière la plus horrible possible. Cette formulation révèle l'intention de créer un spectacle de violence qui marquerait l'opinion publique et déclencherait, selon sa logique déformée, la fameuse guerre raciale qu'il prophétisait. Le groupe arrive à la propriété dans la nuit du 8 août. Watson coupe les fils téléphoniques pour isoler les victimes, puis le groupe pénètre dans la propriété. En arrivant, Watson annonce « Je suis le diable et je suis ici pour faire le travail du diable ». Cette phrase
rapportés par des témoignages, révèlent à quel point les disciples de Manson s'étaient identifiés aux personnages apocalyptiques de sa mythologie personnelle. Les victimes de cette première nuit sont Sharon Tate, enceinte de 8 mois, Jay Sebring, un coiffeur de célébrité, Abigail Folger, héritière de l'Empire du Café, Wojciech Frigowski, un ami de Polanski, et Stephen Parent, un jeune homme qui se trouvait là par malchance parce qu'il venait dire bonjour au gardien de la propriété. La violence exercée cette nuit-là dépasse l'entendement humain normal. Les victimes ont subi 169 coups de couteau, mais au-delà de la brutalité physique, c'est la dimension psychologique qui révèle le génie maléfique de Manson. Ce disciple n'agissait pas dans un accès de folie spontanée, mais exécutait un plan méticuleux destiné à terroriser la société. Le mot pig, donc cochon, fut écrit avec le sang de Sharon Tate sur la porte d'entrée. C'était pas un graffiti aléatoire, mais un message codé faisant référence à la théorie révolutionnaire de l'époque, où pig signifiait les représentants de l'establishment bourgeois. La nuit suivante, le 9 août, Manson accompagne personnellement un autre groupe vers une nouvelle cible. Cette fois, il s'agit de montrer à ses disciples qu'il peut diriger personnellement les opérations. Le groupe arrive chez Leno LaBianca. C'est un dirigeant d'une chaîne de supermarchés et sa femme Rosemary, et ce dans le quartier de Los Feliz. Manson fait d'abord attacher le couple par Watson, puis il quitte les lieux en laissant Watson, Krenwinkel et Leslie Van Houten terminer le travail, on va dire. Cette stratégie révèle une autre facette de sa manipulation. En ne participant pas directement au meurtre, mais tout en dirigeant leur exécution, il maintenait une distance psychologique qui lui permettait de conserver son aura de leader mystique. Leno LaBianca fut retrouvé avec un couteau planté dans la gorge, 12 coups de poignard et 7 marques de fourchette. Le mot « war », donc guerre, était gravé sur son ventre. Sa femme, Rosemary, subit également de multiples coups de couteau. Sur les murs, les assassins écrivaient à nouveau des messages en lettres de sang, notamment « Death to Pigs », mort aux cochons, et « Rise », soulèvement, qui étaient des références directes à la chanson des Beatles que Manson interprétait comme des instructions prophétiques. Ces détails macabres ne sont pas simplement des actes de violence gratuits. Ils révèlent la sophistication psychologique du plan de Manson. Chaque élément était calculé pour maximiser l'impact psychologique sur la société. Le choix des victimes parmi l'élite hollywoodienne, la brutalité excessive, les messages cryptiques, tout concordait à créer un climat de terreur et de confusion. Manson comptait sur le fait que ces meurtres seraient attribués aux Black Panthers, donc aux Panthères Noirs, ou à d'autres groupes révolutionnaires. Ce qu'il espérait déclencherait ainsi une spirale de violence raciale. Dans sa logique dérangée, sa famille survivrait à cette guerre apocalyptique en se cachant dans le désert, pour ensuite émerger et diriger les survivants. Il est important de noter que Manson n'a jamais tué personne de ses propres mains. Son véritable talent résidait dans sa capacité à programmer mentalement d'autres personnes pour qu'elles commettent des actes qu'elles n'auraient jamais envisagés dans des circonstances normales. La motivation derrière ces meurtres révèle la complexité troublante de la psychologie de Manson. Contrairement aux crimes passionnels ou crapuleux traditionnels, ces assassinats s'inscrivaient dans la logique apocalyptique soigneusement construite sur plusieurs années. La première motivation était la vengeance personnelle. Le refus de Terry Melcher de produire la musique de Manson avait représenté pour lui bien plus qu'un simple revers professionnel. C'était le symbole de son rejet par l'establishment qu'il haïssait. En ciblant l'ancienne adresse de Melcher, Manson exprimait sa rage contre un système qu'il avait toujours exclu. Mais la dimension la plus terrifiante réside dans sa volonté de déclencher ce qu'il appelait le Helter Skelter, une guerre raciale qui détruirait la société américaine. Manson avait développé une théorie selon laquelle les tensions raciales à l'époque étaient sur le point d'exploser. Il pensait pouvoir accélérer le processus, et ce en commettant des meurtres que la police attribuerait automatiquement à des groupes noirs radicaux. Dans son esprit dérangé, ces meurtres n'étaient que le premier acte d'un scénario plus vaste. Il imaginait que les communautés blanches, terrifiées, se tourneraient vers des solutions extrémistes, provoquant ainsi une escalade de la violence. Les Noirs gagneraient cette guerre, selon sa logique, mais ils seraient incapables de se gouverner efficacement, laissant ainsi le champ libre à sa famille à lui pour prendre le contrôle.
Cette théorie révèle comment Manson avait instrumentalisé les tensions sociales réelles de son époque pour servir ses fantasmes de pouvoir personnel. Les années 1960 étaient marquées par les luttes pour les droits civiques, les émeutes urbaines et une polarisation croissante. Manson avait capté ces angoisses collectives pour construire sa mythologie apocalyptique. Il faut aussi comprendre que ces meurtres servaient un objectif de contrôle interne sur ses disciples. En les appliquant dans des actes de violence extrême, Manson s'assurait de leur silence et de leur dépendance absolue. Il ne pouvait plus envisager un retour à la société normale, devenant ainsi définitivement lié à lui et à son projet délirant. L'étude de cette méthode révèle des mécanismes que nous retrouvons encore aujourd'hui dans de nombreux contextes. Manipulation politique, secte moderne, harcèlement psychologique, et même certaines formes de marketing agressif. Manson était en quelque sorte un précurseur involontaire de techniques de manipulation qui se sont depuis raffinées et démocratisées. Le procès de Manson, qui s'est déroulé de 1970 à 1971, a révélé d'autres aspects troublants de sa personnalité. Même face aux juges et aux jurés, il continuait ses tentatives de manipulation, alternant entre charme superficiel et explosion de colère calculée. Son comportement au tribunal était lui-même une performance destinée à maintenir son contrôle sur ses co-accusés. Les psychiatres qui l'ont examiné ont noté sa capacité remarquable à compartimenter sa personnalité. Il pouvait passer instantanément du gourou mystique au détenu modèle, du philosophe pseudo-intellectuel au criminel endurci. Cette fluidité identitaire était à la fois son arme la plus redoutable et le signe de sa profonde pathologie. Ce qui rend l'histoire de Manson particulièrement pertinente aujourd'hui, c'est la façon dont elle illustre les dangers de la manipulation psychologique à l'ère des réseaux sociaux et de la polarisation sociale. Les techniques qu'il utilisait dans les années 60, création de bulles informationnelles fermées, exploitation des insécurités personnelles, promesse d'appartenance à un groupe d'élite, se retrouvent aujourd'hui amplifiées par la technologie. Les leçons de l'affaire Manson dépassent largement le cadre criminologique. Elles nous rappellent la vulnérabilité fondamentale de l'esprit humain face à la manipulation sophistiquée et donc de l'importance cruciale de conserver notre esprit critique. Dans un monde où l'information circule plus vite que jamais et où les techniques de persuasion deviennent de plus en plus raffinées, comprendre ces mécanismes devient une compétence de survie essentielle, en quelque sorte. L'héritage de Charles Manson n'est pas seulement celui d'un criminel, mais celui d'un cas d'étude sur les limites de la nature humaine et les dangers de l'autorité non questionnée, non remise en question. Son histoire nous rappelle que les monstres les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui se cachent dans l'ombre, mais parfois ceux qui se présentent comme étant nos sauveurs. Et voici le détail que je vous avais promis. Selon les archives du FBI récemment déclassifiées, Manson avait développé un système de notation de ses adeptes basé sur leur susceptibilité à différents types de manipulation. Il tenait un carnet secret où il classifiait chaque membre de sa famille selon des critères psychologiques précis, ajustant ainsi ses techniques en conséquence. Cette approche méthodique et scientifique de la manipulation révèle un niveau de calcul qui dépasse tout ce que l'opinion publique avait imaginé. Cette révélation souligne une vérité dérangeante. Charles Manson n'était pas un accident de l'histoire, mais le produit logique d'une époque de bouleversements sociaux et d'une société qui avait perdu ses repères moraux. Comprendre son histoire, c'est mieux se préparer à reconnaître et résister aux manipulations de demain. C'est donc la leçon qu'il faut retenir de cette histoire de Charles Manson. On peut être aujourd'hui confronté, dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est Internet, à des applications qui nous classifient, qui vont repérer nos forces, nos faiblesses, nos goûts, ce qu'on déteste et qui vont pouvoir mettre en place des plans pour nous convaincre plus facilement de ce qu'elles ont envie de nous convaincre. Un peu, en somme, des sectes à très grande échelle. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les sectes, sur comment elles recrutent, sur leurs techniques de manipulation et leurs habitudes, eh bien, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je décrypte les mécanismes les plus courants des sectes.